Tous. Euh, Merci d'être venu assister à cette rencontre malgré ce que l'un de nos invités, Sébastien Wolf, appelait la société caniculaire. J'ai beaucoup aimé cette expression. Je pense que je vais la reprendre, voire la lui voler dans un article à venir. Merci donc à Caromundi. Alors, vous en avez sans doute parlé juste avant, il n'y a pas si longtemps, on pourrait dire dans les années 90, on pourrait presque dire ça, on croyait en effet la guerre terminée, rangée avec les photos jaunies, rangée dans les armoires, les tiroirs, reléguée dans les poubelles de l'histoire. Et puis, au moins, en tout cas en Occident, on la croyait en tout cas disparue. Certains intellectuels, politistes théorisaient la fin de la guerre, sa disparition. Et puis voici que depuis au moins la guerre en Ukraine, elle fait partie des données immédiates de notre conscience, de Kiev à Gaza, en passant par Téhéran. Mais cette guerre militaire a sans doute éclipsé une autre guerre, on pourrait en parler comme ça, métaphoriquement au moins, une guerre plus souterraine, une guerre qui est menée en fait contre le vivant, à travers des violences faites à la nature, qui est violentée par une économie extractiviste. Voilà, une guerre qui dérègle le climat. Nous en sommes les observateurs et les victimes pour d'autres aujourd'hui, jusqu'aux habitants. Alors une guerre qui doit aussi et qui peut sortir, dont on peut sortir en cultivant un autre rapport au vivant. Ce sera ma manière de présenter nos invités qui nous ont fait l'amitié et le plaisir d'être ici cet après-midi. Par des activités pédagogiques, mais aussi artistiques. C'est ce que vous faites, Patricia Monio. Vous êtes chargée de mission au parc naturel régional des Causses du Quercy, et vous êtes chargé de mission, vous avez été chargé de mission pédagogique, mais maintenant chargé de mission culture, et voilà, vous menez un certain nombre d'actions, et vous en parlerez, parce que vous pensez que c'est aussi à travers cette manière de se relier à nouveau au vivant, de manière très concrète, très sensible, à travers notamment aussi l'éco-psychologie, vous nous en parlerez sans doute, qu'il est possible de faire la paix avec la nature, avec le vivant, avec nos milieux de vie. Alors, cette guerre au vivant, on peut aussi en sortir, Sarah Van Uxel, c'est ce qu'elle nous dit dans un certain nombre de ses ouvrages, par le droit et par les droits de la nature, même si elle a un rapport plus critique à la question des parcs, notamment des parcs nationaux, on y reviendra, par les droits de la nature qui peuvent au fond réparer le préjudice subi par les non-humains, notamment à travers des guerres. Elle nous évoquera sans doute des demandes qui ont été faites récemment par des Ukrainiens pour que des droits de certains milieux de vie, forêts, mais fleuves tout particulièrement, fassent l'objet d'une reconnaissance spécifique. Par un droit qu'elle appelle cosmopolitique de la nature. Alors elle est maîtresse de conférence Sarah Van Uxel, maîtresse de conférence en faculté de droit de l'université Côte d'Azur, et elle a publié La propriété de la terre chez l'édition Wild Project en 2018, et elle vient tout récemment de publier un livre tout à fait stimulant, et à la fois poétique et stimulant, et évidemment juridique, qui s'appelle Du droit de déambuler, aux éditions Wild Project, cette année, qui est une sorte de plaidoyer en fait pour un monde poreux, dit-elle, et traversable par les humains et les non-humains, parce que la Terre se ferme. Elle nous racontera ça. Une guerre donc que l'on peut aussi apaiser en brisant les frontières. Ça, c'est ce que Sébastien Wolf, qui est ici présent, que vous connaissez sans doute davantage parce qu'il est le musicien, guitariste notamment du groupe Feu Chatterton. Feu Chatterton d'ailleurs qui a chanté aussi en 2021 l'avènement d'un monde nouveau dans une chanson restée célèbre pour tous ceux qui la connaissent. Ceux qui ne la connaissent pas pourront
l'écouter, j'imagine, après cette rencontre. Abolir les frontières entre les humains et les non-humains au sein donc de cette société caniculaire. Et il faut dire que Sébastien est ici aussi, bien sûr, en tant que musicien, il nous dira pourquoi l'art peut être aussi un moyen d'apaiser, si ce n'est de faire la paix avec le vivant et la nature, mais également chercheur, il est physicien, il est docteur en physique, il a aussi mené des études de sciences humaines à l'école des hautes études en sciences sociales, et il est neurobiologiste, il travaille, et physicien, il travaille dans un laboratoire du CNRS et de l'école normale supérieure. Alors je voudrais démarrer par cette question, et pour faire le lien avec ce que les intervenants précédents ont dit, puisque je voudrais signaler, il ne l'a peut-être pas fait, mais peut-être qu'il l'a fait. Moi, j'ai eu la primeur d'avoir un CD, en fait, un CD réalisé par Jean-Vincent Olympe, qui vient de parler, pardon, et puis Dominique Bourg, qui est philosophe, et précisément, c'est des conflits, ça s'appelle des conflits sur une terre altérée, du climat à la guerre, donc qui relie précisément la guerre dont vous venez de parler, et la guerre, comment dire, faite aux vivants. Alors, j'aimerais vous demander, avant de parler de la manière dont on peut faire la paix, Sarah Van Uxem, je me permets de démarrer par vous, quelle est la nature, selon vous, de cette guerre faite aux vivants? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut véritablement parler de cela avant de dire comment on peut précisément apaiser en fait, notre rapport précisément à la nature? Est-ce qu'on peut dire, comme Michel Serres le disait dans un texte oublié, je crois qu'il a publié ça en 2011, s'appelle La guerre mondiale. Il dit, au fond, la guerre mondiale, c'est pas que la guerre, le terrorisme, les agressions militaires, mais c'est aussi la guerre que les hommes, en fait, font au monde. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une guerre qui est menée contre le vivant aujourd'hui? Oui, sans doute. Je voudrais juste peut-être repréciser, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une guerre faite par tous les humains à tout le vivant? Sans doute qu'il faut davantage contextualiser à la fois historiquement et géographiquement. Peut-être qu'il s'agisse effectivement d'une guerre menée par certains humains, mais les humains depuis l'Europe occidentale, à l'encontre peut-être pas du vivant en général, mais plus précisément du monde paysan. Et donc s'il y a une guerre des humains menée contre ce monde paysan, on peut la faire remonter à l'Angleterre, à ce qu'on appelle ce grand mouvement des enclosures et de la fin des communs, qui s'est déroulé, disons, de la fin du XVe siècle jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, avec encore des résurgences jusqu'à la période la plus contemporaine. Et qu'est-ce que c'est que les enclosures? Oui, alors que sont les enclosures? Il y a une présentation extrêmement précise et bien faite dans tout simplement le Capital de Karl Marx, dans une de ses sections, dans la section qui explique les débuts en fait du capitalisme, plutôt la période qui a précédé le capitalisme avec l'accumulation, dit-il, primitive. Donc on est en Angleterre, nous dit-il, c'est un mouvement qui débute là, mais qui ensuite va s'étendre à l'Europe entière et au-delà. On pensait aussi à l'Amérique du Sud. Donc un mouvement par lequel les fermiers, donc c'est vraiment le monde agricole, les plus gros fermiers, commencent à clôturer des terres pour une agriculture plus productiviste, même si le terme est anachronique, l'adjectif anachronique aujourd'hui, pour pouvoir faire paître notamment des moutons en grand nombre. Et ces enclosures, ces clôtures, pendant 150 ans, en fait, les paysans ont été défendus à la fois par le roi et par le Parlement. Il a fallu 150 ans pour que finalement il y ait un retournement et que les plus grands propriétaires fonciers imposent, avec l'appui de lois dites des enclosures, ces clôtures, ces barricades, ces frontières, des terres qui ont fait obstacle tout simplement à l'exercice des droits d'usage collectif des paysans. Des droits d'affouage, prendre du bois, des droits de cueillette, des droits de chasse évidemment, et aussi de pêche. Donc c'est toute une agriculture paysanne qui est détruite. Et avec ce monde paysan qui est détruit, cette guerre aux chaumières, peut-on dire aussi, c'est toute une guerre en fait qui est faite aussi aux êtres vivants. Cette guerre, on peut dire qu'elle n'est pas terminée aujourd'hui, puisque, juste pour prendre un exemple tout à fait actuel, il y a quelques semaines, au sein du gouvernement,
aussi à l'extérieur, par le biais de la proposition de loi dite du plomb. Vous avez vu qu'on se proposait de revenir sur l'interdiction de certains produits phytosanitaires, donc aussi produits phytopharmaceutiques ou biocides qui tuent les abeilles. Et donc on peut penser que cette guerre contre les vivants est encore en cours aujourd'hui, de la manière la plus pratique qui soit. Guerre aux vivants, vous êtes d'accord, Sébastien Wolf, avec cette expression, et de quelle manière est-elle menée quand on travaille dans un laboratoire scientifique, au CNRS, à l'École normale supérieure? Est-ce qu'elle est menée, ou au contraire, est-ce qu'on, comment dire, aujourd'hui, on essaye plutôt de le connaître de la meilleure des façons, ou alors trop finalement de le manipuler, de le transformer et finalement de l'artificialiser? Je pense que c'est aussi une guerre idéologique. C'est une guerre au sens où la séparation qu'on a construite dans la société occidentale, au moins, entre l'être humain et les autres espèces, est enseignée depuis des générations et des générations, enseignée dans les cours aux plus jeunes et même plus tard à l'université. Et encore aujourd'hui, quand on émet l'idée qu'on puisse faire de l'humain un élément parmi un tout qui est la biosphère, on peut être critiqué. Alors moi, en tant que biologiste, c'est vrai que ça m'a toujours fasciné. Aujourd'hui, les temps ont un peu changé. Maintenant, il y a 10, 15 ans, c'était encore très compliqué de dire qu'on pouvait imaginer comprendre l'humain en essayant aussi de comprendre les autres animaux, qu'on pouvait faire des liens entre les humains et les autres animaux, qu'on pouvait étudier le comportement animal tout en se disant que peut-être c'était une manière de comprendre indirectement l'humain. On nous posait souvent la question de « mais à quoi ça sert ?» Voilà, pourquoi vous étudiez des... Moi, je travaille beaucoup sur les poissons, voilà, sur le comportement des poissons. Et on ramenait toujours la recherche, en tout cas en biologie, vers l'humain. Donc avec Pardon, de quelle manière en fait ce paradigme qui est incessant, on va nous dire de justifier le fait qu'on va étudier telle ou telle espèce animale dans la nature, en essayant systématiquement de dire comment ça peut être utile à l'humain. Voilà. Et donc il y a ce biais qui vient en fait de la philosophie aussi. La philosophie occidentale fonde la séparation entre l'humain et l'animal autour de la question de la conscience en particulier. Donc qui a un biais historique qui est en train de changer. Donc ça, là-dessus, on ne ferait pas ce genre de présentation si ce n'était pas le cas. Donc c'est quelque chose qui est en train de... Mais cette guerre est encore bien vivante, par contre, dans les universités. On est encore à un endroit où il y a une lutte idéologique qui se place. On parlait tout à l'heure, vous parliez de la guerre, et je pense qu'on est dans une sorte de double débat où à la fois les questions juridiques, le droit est totalement remis en question, et en parallèle, les processus rationnels. En tant que scientifique, on démontre qu'il y a des changements climatiques, on étudie les animaux, on est capable de démontrer des correspondances entre les différentes espèces de la biosphère, et encore aujourd'hui, il y a quand même une bonne partie des gens qui ne croient pas. Donc ces débats-là, cette guerre est assez globale, cette guerre idéologique. Donc voilà, après, je ne sais pas si le problème de mot guerre, c'est que dans la guerre, il y a forcément quelqu'un qui s'oppose à nous. Est-ce que le vivant s'oppose vraiment à nous? Non. Non, mais on peut dire que d'une certaine manière, dans la tradition occidentale, notamment philosophique, il y a quand même cette idée voilà, qu'il faut s'arracher d'une certaine manière à la nature, à sa propre nature, d'une certaine manière. C'est d'ailleurs ce qu'avaient vu deux philosophes allemands célèbres dans un texte écrit en 1944 qui s'appelle « La dialectique de la raison », enfin, Max Horkheimer et Theodor Adorno, qui avaient relu en fait toute l'histoire occidentale à l'aune de la catastrophe mondiale et de la déflagration en cours de la Seconde Guerre mondiale. En fait, ils étaient à New York, des Allemands, exilés, juifs. Ils avaient notamment relu une partie de la Bible et l'épisode célèbre de l'Odyssée d'Ulysse, Iliade, sur Ulysse attaché aux mains, attaché aux mains et avec les oreilles bouchées de ses
des rameurs de son équipage pour résister au chant des sirènes. Il disait que c'est la manière dont l'homme occidental, selon eux, en fait, c'était la métaphore, une image, la manière dont l'homme occidental, en fait, s'arrachait à la nature et donc il retournait les choses contre lui-même. Et donc ce que vous dites, c'est qu'il y a encore aujourd'hui, alors que des juristes comme Sarah Van Nexen ici, des animatrices nature et responsables de mission précisément n'arrêtent pas d'initier, ou des naturalistes tout simplement au sens premier du terme, montrent précisément les relations et que donc même au sein de la science, qui est en théorie, je dirais, darwinienne forcément, et donc qui montre qu'il y a quand même une sorte de continuité entre les espèces, il y a encore des résistants, c'est ça. Il y a toujours il y a une résistance. Je pense que le mot, la résistance de cette contre-révolution, on pourrait dire, elle est très solide et on la voit quand on remet en question des choses aussi évidentes que la suppression des pesticides qui détruisent les abeilles. Enfin, on est dans une phase quand même où on ne suit pas la raison et c'est un des piliers de notre société, l'étude scientifique, méthodique, qui démontre les bienfaits de tel ou tel chemin. Et c'est vrai que on le ressent, alors on le ressent de plein de manières, on le voit aux États-Unis en ce moment, c'est assez clair, avec Donald Trump qui remet en question énormément de recherches sur les questions climatiques. C'est des biais idéologiques qui sont très, très solides. Je pense que l'enjeu, en fait, qui est assez important pour la société à venir, c'est de faire une forme de révolution copernicienne sur la place de l'homme par rapport au reste des espèces animales. Et d'accepter qu'il n'est pas au centre. Et c'est un chemin qui est difficile à accepter. Juste avant que je demande à Patricia Monio ce qu'elle en pense, Sarah Van Nexen, vous trouvez aussi qu'il y a une résistance dans le champ académique, universitaire. Alors on a l'impression quand même que des choses ont bougé, notamment à travers des personnes qui ont été vos professeurs ou dont vous avez lu les travaux. En France, on pense à Bruno Latour, Philippe Descola, mais aussi aux États-Unis, je ne sais pas, à Latsing, enfin dans tous les pays, on a l'impression qu'il y a des chercheurs qui ont rompu les digues, ou en tout cas les frontières. Oui, même au sein des spécialistes du droit de l'environnement, donc ce qu'on appelle les environnementalistes, il y a effectivement comme une opposition entre certains chercheurs qui tentent effectivement de dépasser un droit de l'environnement que l'on pourrait qualifier d'anthropocentré, et puis ceux qui, au contraire, vont insister sur la séparation entre humains et êtres non humains, avec des arguments qui rappellent le nouvel ordre écologique de Luc Ferry, qui pourtant est à présent relativement ancien, en disant si vous protégez les êtres non humains en leur octroyant des droits, en leur attribuant des droits, en leur reconnaissant des droits, notamment avec la personnification de la nature, vous risquez de régresser, ou en tout cas de conduire à des régressions sur des droits des humains. Donc ce sont des arguments que j'ai encore pu entendre à la faculté de droit de Nice, où je suis, en opposition aux présentations faites par Marie-Angèle Hermite, qui a beaucoup œuvré pour la reconnaissance de la personnification de milieux naturels, et qui le fait encore aujourd'hui, même paradoxalement à l'Assemblée nationale en avril dernier, pour la reconnaissance de droits à des entités juridiques naturelles, avec l'écrivain Camille de Toledo aussi. Mais donc on lui a encore opposé... Qui a initié le Parlement de Loire, c'est ça? Oui, et qui a écrit, orchestré l'ouvrage Le fleuve qui voulait écrire, en réfléchissant justement à cette question d'octroyer des droits à Loire. Patricia Monio, est-ce que les personnes que vous recevez, que vous avez, qu'elles soient jeunes, moins jeunes, les missions que vous menez au parc national régional, au parc naturel régional cause du Quercy, viennent non pas parce qu'ils sont en guerre, mais parce qu'ils cherchent à la fois une forme d'apaisement dans les activités que vous avez proposées, que vous proposez, mais aussi parce que, au fond, ils se sentent au moins éloignés, si ce n'est en conflit, en tout cas avec la nature, ou très lointains. Vous avez notamment initié un certain nombre suivi d'un certain nombre de projets, comme ce très beau pigment que j'ai là sous les yeux, cette magnifique bande dessinée menée par
Oui, c'est ça, Étienne Davodo, Emmanuel Guibert et beaucoup d'autres qui se sont installés dans une grotte pas très loin de Pêche-Merle pour, au fond, voilà, quelque part, se replonger dans cette atmosphère pour et pratiquer un art pictural contemporain, mais qui se rapproche, au fond, d'un certain art pariétal. Vous avez aussi développé comment dire, des chemins de transhumance, vous avez suivi tout ça. Les personnes qui viennent et les missions et les projets que vous proposez sont aussi destinés à apaiser cette guerre ou cette résistance ou cette persistance, on pourrait dire, de la séparation entre nature, culture, humain, non-humain. Oui, moi ce que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, il y a une séparation entre l'humain d'un côté et le reste et autre qu'humain de l'autre. Et c'est un peu ce que vous disiez, l'homme est au centre et en fait, il faut retrouver une place plus juste, puisque finalement, le vivant est en nous et il faut trouver une juste place. Et effectivement, pour se reconnecter, pour se resituer plus justement dans cette complexité des écosystèmes, il faut renouer avec notre sensibilité, avec nos sens, avec notre corps. Et c'est dans ce sens-là que l'on mène au parc avec des scientifiques, puisque c'est essentiellement une équipe de scientifiques sur laquelle on peut s'appuyer, mais aussi avec des partenaires éducatifs et des artistes, des propositions qui permettent aux gens d'aller arpenter le terrain, se relier à soi dans des temps de silence, mais se relier aux autres dans des propositions autour de la marche. Ça fonctionne très très bien. Et puis aussi par l'émerveillement. Donc effectivement, on essaye, pour accompagner le travail des scientifiques et le projet de territoire, de proposer des temps d'observation, d'émerveillement et de connexion pour relier, en fait, pour essayer de raccommoder les liens qui se sont distendus, qui se sont cassés entre l'humain, les végétaux, les animaux. Et pour revenir aux paysans du départ dont vous parliez, les anciens paysans dépendaient de façon vitale des plantes et des animaux pour se vêtir, pour se nourrir, pour se loger, pour se soigner. Et en fait, tout ça a été complètement cassé. Et en tout cas, ces anciens paysans, c'était leur faire la guerre aux plantes et aux animaux, ça aurait été se détruire soi-même. Donc c'est aussi une manière de renouer ces liens, c'est aussi retrouver un peu d'apaisement. Voilà, alors c'est des expériences qui se vivent sur le temps long et c'est pas un coup de baguette magique, mais c'est assez intéressant. Les parcs naturels régionaux écrivent leur charte et pensent l'avenir à 15 ans. Alors il y a tout un travail très sérieux et très scientifique pour imaginer tout l'avenir en termes d'agriculture, en termes de ressources en eau, etc. Mais on a aussi embarqué les habitants sur une grande traversée du nord au sud de ce territoire, à marcher tous les jours, à rencontrer des habitants qui vivent sur ce terrain-là. Et ça a déclenché de très belles propositions qui ne sortaient pas que de la tête, mais qui sortaient aussi de l'intelligence du corps et de l'intelligence du cœur. Et je crois que c'est aussi de cette manière-là qu'on arrivera à ne plus être en guerre avec la nature, puisque pour moi, la défense, il y a encore eu des tempêtes récemment dans les côtes du Quercy, avec des gros orages, donc c'est peut-être une manière que la nature se défende. Mais en tout cas, voilà, c'est important d'être à l'écoute et de renouer ce lien-là. Sarah Van Uxem, est-ce que... Ah, je pense que celui-là ne marche pas. Sarah Van Uxem, est-ce que à quelle mesure et à quelles conditions, en fait, le droit de l'environnement peut avoir une fonction pacificatrice, parce que à la fois, à vous lire, il y a un certain nombre de droits de la nature qui peuvent exercer cette fonction, et puis certains autres
autres types de droits, notamment peuvent au fond être un peu ethnocidaires, puisqu'on a voulu aussi faire des aires protégées, des parcs nationaux, parfois des réserves, mais qui du coup empêchent aussi des populations d'y vivre, d'y circuler, de traverser. Bref, on a un petit peu, d'une certaine manière, mis à l'écart, parce que l'idée, précisément, contre tout ce qu'on entend, ce que vous entendez, vous, dans votre labo, ce que vous pouvez entendre dans l'opinion publique, ce que vous entendez, évidemment, dans la faculté de droit, eh bien, il y a pour le coup, là, il y a des, comment dire, au contraire, vous plaidez aussi pour qu'une sorte d'articulation entre les humains et les non-humains, et ne pas créer des aires protégées dans lesquelles il n'y aurait plus personne qui pourrait y vivre, y produire, et notamment leur propre culture. Donc à quelles conditions le droit peut-il avoir cette fonction pacificatrice? A priori, le droit de l'environnement, c'est un droit pour la protection de l'environnement. Un droit qui aurait un caractère téléologique qui vise à la protection de l'environnement, de même que le droit du travail vise à la protection des employés ou des salariés vis-à-vis de leurs employeurs. Donc c'est un droit politique d'emblée. Donc a priori, oui, il devrait permettre de pacifier les relations avec les êtres vivants et non vivants d'ailleurs, humains et non humains. On a en effet plusieurs principes, en tout cas dans le droit de l'environnement français, plusieurs principes directeurs qui vont dans le sens de cette fonction pacificatrice du droit de l'environnement. Je pense par exemple au principe de solidarité. Le principe dit de solidarité écologique qu'on trouve, c'est le premier article du Code de l'environnement lorsqu'on l'ouvre, l'article L110-1, qui nous dit que toutes les fois que vous voulez mener des programmes, des projets, des travaux d'envergure qui sont susceptibles de nuire à l'environnement, vous devez veiller à bien respecter les relations d'interdépendance, d'interrelation entre les milieux, les écosystèmes, les êtres vivants. Et là, le texte de loi ne distingue pas entre les êtres vivants humains et non humains, et les milieux, qu'ils soient naturels ou artificiels. Ce principe de solidarité écologique, a priori, c'est vraiment un principe qui permet de pacifier nos relations avec le vivant, puisqu'il fait littéralement partie du vivant. On peut aussi lire la Charte de l'environnement qui a valeur constitutionnelle. Et là aussi, on a plusieurs éléments qui vont dans le sens de la paix. Il est notamment précisé, c'est au 7e et dernier considérant du préambule de cette Charte de l'environnement, que lorsque nous effectuons des choix pour les besoins du présent, pour nos propres besoins d'aujourd'hui, nous devons veiller à ne pas entraver les besoins des générations futures et des autres peuples, donc des autres peuples que le nôtre, des peuples qui pourraient être animistes, totémistes ou que sais-je encore. Donc on a quand même des principes en droit de l'environnement qui sont assez forts, qui ont une valeur constitutionnelle ou une valeur législative et qui devraient nous orienter en ce sens. Simplement, dans le sens de la paix, simplement, lorsqu'on a un recul historique sur ce qu'est le droit de l'environnement, eh bien, on peut vraiment se demander si, à l'origine, le droit de l'environnement n'est pas aussi un droit potentiellement destructeur de la nature. Dans le droit de l'environnement, on a deux grands pans. On a le droit de la protection de la nature, de la biodiversité et des paysages, et on a le droit de la lutte contre les nuisances et les pollutions. En ce qui concerne le deuxième pan, le droit de la lutte contre les nuisances et les pollutions, le grand pilier, c'est le droit des ICPE, c'est le droit des installations classées pour la protection de l'environnement. Le droit qui impose une réglementation contraignante aux entreprises qui sont les plus polluantes ou qui présentent le plus de risques, notamment pour l'environnement et la santé humaine ou non humaine. Or, ce droit, il naît avec un édit de 1810, un autre nom qu'installation classée pour la protection de l'environnement, mais peu importe, c'est la date de naissance de ce droit de la lutte contre les nuisances et les pollutions. Et paradoxalement, en fait, ce droit qui est imposé, cette police administrative qui est imposée, elle accompagne le mouvement industriel, elle accompagne les industriels, elle permet de calmer les riverains humains, le voisinage humain, qui au contraire engage des actions en justice parce que ces entreprises, elles polluent l'air, elles ont des conséquences olfactives. On entend aussi le bruit de ces installations, par exemple textiles ou autres. Et donc c'est au départ, c'est pour accompagner en fait ce mouvement qui peut être regardé comme un mouvement de destruction du vivant que naît le droit de l'environnement. Et pour ce qui concerne le premier pan du droit de l'environnement, protection de la nature, de la biodiversité et des paysages,
Un autre pilier, c'est le droit des aires protégées. Et au sein du droit des aires protégées, les premières aires protégées créées, c'est aux États-Unis, outre-Atlantique, avec les parcs nationaux à la fin du 19e siècle. Or, lorsqu'on crée les parcs nationaux aux États-Unis d'Amérique, je pense au premier parc Yellowstone, cela se solde d'emblée par des ethnocides. Des ethnocides parce qu'on va expulser les populations qui vivaient dans le parc Yellowstone au nom de la protection du vivant, ce qui est parfaitement paradoxal, puisque précisément s'il y a une telle biodiversité et une telle richesse des êtres vivants dans ces aires, c'est à raison aussi du mode de vie de ces humains. Les forêts n'étant pas en réalité vierges, mais domestiquées par ces ethnies qui sont évincées. Et certains mouvements, ce mouvement qui est lié donc à la naissance des parcs nationaux, que l'on retrouve à l'échelle planétaire. Alors évidemment, après, cette manière de procès intentée aux aires protégées, en particulier aux parcs nationaux, elle a pu conduire sur le terrain français à une forme aussi de régression, parce que écoutant les critiques venues du tiers-monde, venues des pays du Sud, qui ont plutôt à présent à l'encontre de ces parcs nationaux, on a pu aménager avec la loi de 2006, la réforme de 2006 des parcs nationaux, la réglementation, qui même en cœur de parc n'est plus véritablement contraignante. Donc, les choses sont complexes en réalité. Oui, je comprends. Sébastien Wolf, vous, entre ce droit de l'environnement qui peut être la plupart du temps, comment dire, pacificateur, même parfois ethnocidaire, la sensibilisation, parce qu'on voit bien que là, les activités qui sont menées dans le parc naturel régional ici visent à sensibiliser avec des naturalistes, avec des mises en, comment dire, tout simplement des marches, des mises en situation dans des milieux, du partage, des moments de silence, des moments aussi très, comment dire, très intimes, en fait, vécus aussi avec la nature. Je pense que Patricia nous en parlera également. C'est quoi, vous, c'est la science qui doit y contribuer, c'est au fond peut-être aussi l'art et la musique, qui est une sorte de capacité quand même à abolir, à faire sentir des mondes différents. Comment on peut pacifier, en fait, maintenant, après avoir constaté au moins la résistance, et si ce n'est la guerre? Non, c'est sûr que le droit est un bon chemin s'il n'est pas tortillé. Mais en tant qu'artiste, en tout cas en tant que musicien, nous, ce qu'on peut faire, c'est... déjà, j'aimerais bien faire ces balades dans l'air super, ça donne très envie d'y aller. Et c'est de mettre dans notre musique ce qu'on pense aussi sur ces sujets-là, d'oser le dire aussi, d'une certaine manière, de partager ces ressentis qu'on a. On a effectivement écrit, vous en parliez au début, une chanson qui s'appelle Monde Nouveau, qui n'était pas un discours idéologique, c'était simplement le point de vue de deux personnes sur une sorte d'impossibilité d'agir dans cette période caniculaire. Voilà. Donc nous, en tant que musiciens, on a peut-être le seul rôle qu'on a, c'est de réunir des gens et de poser quelques questions. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on sait faire pour changer des choses, sans leur donner de direction, mais au moins on est tous dans une salle ou demain en extérieur dans un festival, et en entendant ces chansons, en les chantant peut-être tous ensemble, c'est un moment qui permet aussi de se dire on n'est pas seul à vouloir changer ces choses-là. Et moi j'ai grandi dans les années 90 où c'était vraiment pas cool de parler d'environnement. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de gens qui en parlent. Moi je me souviens très bien, moi j'avais un ami dont la famille était très écolo et il était un peu la risée de la classe, quoi. Donc, les choses ont changé, il y a un mouvement global et on le sent dans les générations même plus jeunes. Nous on joue avec beaucoup de la génération nouvelle, des gens qui ont 20 ans et qui sont beaucoup plus aguerris sur les questions environnementales, beaucoup plus prêts à changer, à accepter le changement. Et nous, en tant qu'artistes, on a la chance de pouvoir réunir tous ces gens-là à un moment, à un endroit, et de leur donner peut-être l'occasion de changer, de se mettre ensemble pour changer des choses. Après, on peut pas, nous, on n'est vraiment pas, on n'est pas des politiciens, on n'est pas
Je pense que c'est par le droit, par la politique que les choses changeront de manière plus solide, mais au moins on crée ces espaces de discussion. Et déjà, on est assez heureux de pouvoir faire ça. Tout à fait, mais il y a aussi une vertu, comment dire, un aspect performatif en fait de la chanson. Vous ne pensez pas que, au fond, les musiciens, les artistes puissent être à l'avant-garde de certains mouvements? On verra, parce que Sarah Van Uxen a envie de nous lire, je crois, quelques magnifiques élégies. Peut-être qu'on pourra terminer par cela, ça peut ponctuer la conversation par celle-ci. Mais tout de même, quand même, l'art, la musique, la chanson, qui est un art, pour le coup, à la fois très populaire, qui peut rester dans les têtes et qui en même temps repose sur cette musique dont le philosophe Vladimir Yankelevitch disait qu'elle reposait sur le Carmel, sur le charme, sur le sortilège, donc quand même nous conduire dans des états de conscience, mais aussi bien sûr par les mots formulés par votre chanteur, voilà, faire sentir quand même cette appartenance au monde commun. Je pense que ce qui est certain, c'est que l'événement qu'est un concert ou un festival est un moment qui permet de créer des débats, des petites révolutions, et ça l'a été à l'époque de Woodstock, quand c'était la guerre au Vietnam. Ça l'est beaucoup aujourd'hui quand on est en festival. La question environnementale, les questions liées à la guerre, évidemment aujourd'hui. Je pense qu'on reprend la tournée là, évidemment que ça va être quelque chose de très important cet été, et aussi les questions liées au féminisme. Toutes les questions sociales, on crée un moment où les questions sociales sont traitées et sont discutées, et c'est à ça qu'on sert un petit peu. Voilà. Mais je n'ai pas envie qu'on se donne. On n'est pas plus que des gens qui mettons un espace pour que les gens soient ensemble. Voilà. Oui, c'est déjà pas mal. Ce que vous dites, ce qui est intéressant, c'est que ça relie quand même des combats différents, mais qui sont voisins d'une certaine manière. Et c'est ce que disait notamment une révolutionnaire comme Rosa Luxembourg, qui s'intéressait aussi bien, je sais pas comment dire, aux haies, à la disparition de certains oiseaux, au fond à la destruction en fait des peaux rouges, et qui reliait en fait toutes ces questions-là dans ces lettres de prison qui sont à la fois très belles, et dans lesquelles elle disait qu'elle préférait être là dans son jardin plutôt qu'à la tribune avec Lénine et Jaurès et les autres. Patricia Monio, du coup, comment est-ce que vous pouvez nous raconter parce que vous nous avez déjà mis un peu en image ces marches, que vous proposez, mais il y a des projets assez importants comme celui que... je ne savais pas que vous avez des images, ça c'est une surprise pour moi. C'est le mot qui a... Voilà. Voilà. Très bien. Alors, je vous laisse les commenter. Oui, quelques exemples où c'est pas les artistes qui vont changer le monde, mais en tout cas, ils ont une place pour moi aussi importante que les scientifiques pour nous offrir d'autres espaces. Et là, en l'occurrence, on a travaillé avec, derrière le hublot, une scène conventionnée qui a invité des artistes ici à Limogne-en-Quercy, Sarah Degouy, et qui a créé Pecton Maximus, qui est inspiré des paysages des Causses du Quercy qui se sont créés il y a 200 millions d'années à peu près dans une mer, puisqu'on est sur de la roche sédimentaire, et elle a retrouvé la mer au travers des coquilles, des pectones, avec laquelle elle a créé cette coque de bateau renversée qui est sur le GR65, où on peut déambuler de manière balisée, et où tous les passants, qu'ils soient cheminants sur ce GR ou habitants plus proches, peuvent venir y passer la nuit et observer le ciel magnifique des Causses du Quercy, puisqu'on est sur un territoire qui a très très peu de pollution lumineuse. En tout cas en France continentale, c'est les espaces qui sont... ça fait partie des espaces les moins pollués, puis il y a aussi toute une politique d'extinction de l'éclairage public. Les toits sont de coquilles. Alors oui, c'est entièrement... Le toit est composé de coquilles Saint-Jacques. Entièrement en coquilles Saint-Jacques qu'elle a récupérées on a aussi organisé des collectes auprès de pêcheurs, mais pas de pêcheurs qui exploitent le fond et qui ratissent le fond, mais de pêcheurs qui font
cueillette de la pêche à la main. Voilà, donc il y a aussi toute une sensibilisation de fait sur une terre très caillouteuse, mais autour de la préservation des océans. Très bien. Voilà, il y en a d'autres œuvres d'art qui sont sur le territoire. Super Caïrou, on le verra après. Là, c'est un autre projet assez incroyable de 2 artistes qui ont été accueillis sur plusieurs temps de résidence, sur 4 semaines, découpés au fil des saisons, puisque cette notion de cycle et de temps est aussi très très importante dans cette société où tout est linéaire et où on fonce. De prendre le temps des projets, c'est quelque chose que j'observe qui est assez important. Et donc ces 2 artistes, Anna Burlet et Camille Savoie, ont créé des œuvres d'art à déguster, donc des choses à manger que l'on a dégustées sur le chemin. Ce qu'on a vu dans la Alors là, c'était une glace aux noix. Alors, j'ai plus les recettes, je ressens juste le goût que j'avais dans la bouche et qui était délicieux. Mais là, c'était inspiré de la production de noix sur ce bout de terre particulier du Limargue, que l'on appelle, qui est un endroit géologique particulier. Elles ont été très inspirées aussi par la mousse qui pousse sur les murets. Donc là, c'est une mousse, c'est de la brioche teintée aux couleurs de la mousse par la spiruline, produite sur le Causse, et puis une pâte de fruits au topinambour, mais ça peut paraître étrange, mais c'était très très bon, et ça nous ramenait au sous-bois et encore à tout ce cycle de transformation de la matière. Et cette mousse et pâte de fruits au topinambour, on a pu la découvrir au fil des pas en marchant dans les sous-bois. Là, c'est un autre projet dont vous parliez tout à l'heure, Pigment, où le parc a invité des dessinateurs comme Étienne Davodo, qui a écrit Loire et qui s'intéresse beaucoup à cette question aussi de personnaliser le fleuve, le droit du sol aussi. Et là, on les a invités, ces artistes, à dessiner les parois d'une grotte qui, bien sûr, n'était pas ornée, mais qui était à quelques coups d'aile d'oiseaux de la grotte ornée de pêche-merle, avec ce côté un peu symbolique de mettre en relation ces dessinateurs contemporains aux premiers artistes qui avaient œuvré très peu loin d'ici. Et puis pour le parc naturel régional, qui est aussi reconnu pour son patrimoine géologique remarquable, qui est un géoparc mondial UNESCO, c'était aussi l'idée d'aller expérimenter ce lien au minéral. Et ça paraîtra peut-être étrange, mais aussi de nous remettre en lien avec cette terre-mère. Et on parle du vivant, mais il y a aussi la question du sol et de cette terre qui pourrait être un peu comparée à notre épiderme, et qui est la peau, qui est notre peau. Voilà, et ça a fait l'objet d'un film qui a suivi toute cette expérience, et puis d'une bande dessinée, Pigment, qui a été éditée chez Futuropolis, où chaque auteur raconte son expérience. Donc ici, c'est Troups, qui a été très inspiré par les oiseaux et qui a vu des formes dans la grotte. La roche leur a parlé. Ça a mis du temps, mais ils y sont restés 10 jours et petit à petit, ils se sont laissés inspirer. Voilà toute la troupe. Donc Rabaté, Troups, David Prudhomme, Étienne Davodo, Edmond Baudouin, Emmanuel Guibert et Chloé Cocholet. Et puis il y a eu aussi de très beaux dessins en pigment naturel, puisqu'ils étaient dans des conditions identiques, enfin pas complètement identiques, mais en tout cas semblables à celles des préhistoriques il y a 25 000 ans. Et ils ont apporté du végétal dans la grotte. Voilà, ils ont fait de très belles fresques. Je les ai pas en photo là. Là, c'est Super Caïrou, une autre œuvre d'art refuge qui invite à passer une nuit dehors en bivouac. Et je suis à chaque fois étonnée quand je pose la question du nombre de personnes qui aujourd'hui n'a jamais passé une nuit dehors. Donc ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à venir à la Super Caïrou Pecten Maximus, ou même sous un grand chêne ou sous un tilleul, à passer une nuit entière. Ça, c'est des expériences formidables. Alors justement, ces images et votre commentaire sont très parlants. Ça donne
envie de participer à ces déambulations, mais est-ce qu'on peut encore déambuler, Sarah Van Uxem? Parce que dans votre livre du droit de déambuler, donc paru cette année aux éditions Wild Project, vous dites que la Terre se ferme, que le droit, que au fond, si on a aboli relativement récemment le délit de vagabondage, faire du camping sauvage aujourd'hui, de la cueillette, ça reste compliqué. Est-ce qu'on peut faire ça, si ce n'est sans être encadré par les autorités, de l'administration, d'un parc, aller dans des grottes comme cela, passer une nuit à l'intérieur d'elles? Bref, est-ce que ce droit-là de déambuler, qui est très beau ici, mais bien sûr également encadré par des artistes, des animateurs, etc., est-ce qu'il est possible encore aujourd'hui? Alors, je vais peut-être pas faire toute une cartographie des lieux dans lesquels il est possible encore aujourd'hui de bivouaquer ou de faire du camping sauvage. Simplement, peut-être que rappeler que tout à l'heure, je vais parler des enclosures en Angleterre, et on peut se demander ce qu'il en est en fait en France. Est-ce qu'on a connu aussi ce mouvement d'enclosure et de clôture qui justement interdirait de déambuler sur certains territoires? La réponse, elle est bon. On n'a pas connu un mouvement des enclosures aussi violent, avec une véritable guerre aux chaumières et au monde paysan qu'en Angleterre. Mais on a quand même dans notre code civil, qui date de 1804, donc post-révolutionnaire, un article 647 qui autorise le propriétaire foncier à se clore, avec simplement une exception, lorsque votre fond de terre jouxte celui d'un voisin qui n'a pas accès à la voie publique, vous devez lui laisser le passage. Donc on a un droit de se clore à l'article 647 du Code civil, de sorte que vous pouvez, a priori, en tant que propriétaire foncier, interdire aux promeneurs de venir faire du camping sauvage sur votre terrain. On n'a pas de droit d'accès à la nature, comme il en existe dans les pays scandinaves, avec un véritable droit de passer sur les propriétés privées, avec le droit de s'arrêter pour pique-niquer, avec un droit de passer la nuit. Un droit qui est évidemment conditionné par des obligations de distance vis-à-vis de la maison habitée, l'obligation de ne pas faire de bruit, l'obligation de ne pas gêner, de ne pas attenter ni aux biens, ni aux personnes, ni aux êtres vivants, mais un droit quand même qui est reconnu. En droit français, on n'a pas non plus ce droit qui existe en Angleterre, qui est le right to roam, le droit d'errer, le droit d'arpenter la terre. Je ne saurais comment le définir, mais qui vous autorise, qui est un droit qui est reconnu, un principe général qui est reconnu effectivement de parcourir les terres, et y compris des terres privées, puisque lorsqu'il n'y a que des propriétés privées autour de vous, bien vous avez tout de même un droit d'accès public, un droit de passé public qui vous est reconnu. Mais ce droit d'accès public, bien, en définitive, ne vous donne pas pour autant le droit de vous arrêter, de passer la nuit et de faire du camping sauvage. C'est juste une décision toute récente de la Cour suprême en Angleterre qui a reconnu, mais seulement dans le Dartmoor, seulement sur des communs, un droit au camping sauvage, qui est présenté là-bas par les Ramblers comme une véritable victoire. Mais voilà. Donc ça, c'est de l'histoire scandinave, de l'histoire anglaise, mais en France, on n'a pas un droit d'arpenter la terre, un droit de se promener, un principe général. On a seulement des servitudes de passage qui existent, comme je disais, quand vous n'avez pas accès depuis votre propre propriété foncière à la voie publique. On a aussi les servitudes du littoral, appelées aussi chemin du douanier. On a les servitudes de marchepied ou de halage le long des cours d'eau pour les voies domaniales, mais on n'a pas ce grand principe général. Et en plus, dernièrement, avec une loi de 2023, le législateur a voté une loi vraiment paradoxale, qui est une loi contre l'engrillagement des territoires, pour répondre à un problème précis en Sologne, pour permettre aux animaux chassés de fuir tout simplement les chasseurs, en tout cas de s'échapper, donc pour mettre fin à un mode de chasse qui ne permet pas au gibier de s'échapper. Donc, on doit laisser une partie du grillage, la surmontée de 30 cm, et permettre aussi aux animaux de grimper, de sauter par-dessus les barrières. Mais paradoxalement, cette loi qui est pour la circulation des animaux sauvages, qui est présentée comme telle,
Eh bien, comme pour faire un compromis avec les propriétaires fonciers, on a créé dans le code pénal, ce qui n'existait pas, un code d'intrusion dans les propriétés rurales ou forestières. Donc, les choses sont vraiment précisées dans le cadre d'un article, une page, mais à présent, sauf exception, donc, si un propriétaire foncier dispose d'un panneau sur lequel il a simplement écrit propriété privée défense d'entrée, donc sans plus dépenser de sous pour installer des barrières, ce qui peut être assez coûteux, eh bien, il n'est plus possible d'entrer sur cette propriété forestière ou rurale, sauf eh bien, risquer de devoir payer une amende. Et donc, un certain nombre de petits marquis, je trouve que ce sont des marquis, se sont comme saisis de cette occasion, ce nouveau début d'intrusion dans la propriété privée d'autrui, pour disposer des panneaux, donc je parle de la Chartreuse, à Villeneuve-Loubet aussi, encore dans 2-3 autres lieux. Et donc, aujourd'hui, il est fait défense aux grimpeurs, aux randonneurs, aux promeneurs, aux cyclistes, de se promener dans un certain nombre de forêts, qui étaient jusqu'alors privées, certes, mais ouvertes en tout cas au public. Il y a un vrai risque, puisque 75% des forêts en France sont des forêts privées. Donc un véritable risque de fermeture et d'impossibilité de se promener, et de la forcerie de faire des campings sauvages. Sébastien Veuf, l'artiste que vous êtes, quand même, cette restriction du droit de déambuler, quand même, quand on a été influencé, j'imagine, comme tout le monde, par... même les surréalistes qui aimaient la dérive et la déambulation, et les promenades impromptues avaient été influencées à la fois par Marx et Rimbaud. J'imagine qu'on vient de là, de Rimbaud, de ces chemins de halage, de ces dérives-là, quand on est musicien, qu'on aime l'art. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de cette restriction du droit de déambuler? Et est-ce qu'au fond, c'est pas aussi... Est-ce que vous ressentez ça dans vos manières de vous déplacer, d'être normé un peu partout? Elle fait peur, surtout pour les forêts privées, j'avoue, parce que je suis à moitié cévenol, donc je passe beaucoup de temps dans les Cévennes, et on a écrit beaucoup de chansons dans les Cévennes, et où il y a beaucoup de forêts privées, et dans lesquelles on s'est beaucoup baladé avec Arthur. Et donc c'est vrai que là, ça m'a fait un petit choc de savoir que bientôt, on pourrait plus se balader comme on le veut, enfin comme on le voulait. La balade est essentielle, je pense, pour tout artiste, et en particulier pour les mélomanes. Je pense que toute personne qui a écouté de la musique en se baladant sait ce que certaines chansons, certaines musiques sont particulièrement agréables et adaptées à la balade. Donc pour nous, c'est un moment important aussi d'écoute de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps dans une forêt dans les Cévennes, et après on part en balade, justement, et souvent on écoute ce qu'on vient de composer, ce qu'on vient d'écrire, ce qu'on vient d'enregistrer, et c'est un moment assez salvateur et artistiquement important qui nous permet de voir si ce qu'on fait est bien, en tout cas si nos émotions sont justes. Qu'est-ce qu'on sent mieux dans une balade ou en marchant que on sent? Je pense qu'on est d'une certaine manière à son rythme. Alors que assis, en faisant une action volontaire d'écoute, en tout cas moi dans mon travail, je vais être beaucoup plus enclin à faire attention à des détails qui vont être plus techniques ou harmoniques, et qui vont être moins sensitifs. Alors c'est paradoxal, hein, mais il y a une forme dans la composition, il y a une forme de rationalité, il y a une forme d'exigence de tessiture, d'harmonie entre différents timbres des instruments. Et le moment de la balade est vraiment un moment où on peut écouter les choses de manière plus libre, sans penser à ces détails. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est vrai que ça me rappelle aussi, tout ce qui se dit là, me rappelle aussi beaucoup un poète Christian Bobin, qu'on a beaucoup lu, et qui est un maître de la balade, et qui parle sans cesse d'être capable d'habiter poétiquement le monde, de contempler la nature, d'accepter de le faire sans but. Et c'est vrai que la balade et la déambulation, c'est une marche qui n'a pas de but. Et c'est rare dans notre société.
d'avoir des moments qui ne sont pas utilitaires. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'utilité. Si, elle a un sens, mais en tout cas, elle n'a pas d'utilité directe. On déambule. Et ce geste-là, s'il disparaît, on va perdre beaucoup de choses. Alors, je vous demanderais peut-être, parce que comme Sarah Van Uxem pense à cette élégie de John Clare, si vous avez un texte à vous, de Feu Chatterton, ou d'un autre, ça peut être Christian Bobin, qui a effectivement beaucoup écrit en fait, sur cette question, et même cette question au fond du vivant, notamment dans un petit texte. Je n'ai pas en tête, mais en tout cas, il y a un texte pour moi qui est très important, c'est le Plâtrier siffleur. C'est ça, voilà. Je pensais à celui-ci. Voilà, qui a un texte très court, qui en une vingtaine de minutes, vous l'aurez lu, et il y a dans ce texte cette idée très forte d'accepter qu'on est peu de choses. Et que être juste par rapport au monde, c'est accepter cette chose-là. Et je trouve qu'il y a ce concept, ce mot de contemplation, de contempler la nature, contempler ce qui se passe autour de nous, et un geste qui est profondément politique. Et donc, je ne vais pas mieux le dire que lui, donc lisez-le, le Plâtrier siffleur. Le Plâtrier siffleur, c'est un petit livre jaune qui ressemble aux couvertures de Verdier, mais ce n'est pas les éditions Verdier, ça va me revenir, ce ne sont pas les éditions Verdier. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, Sarah, mais c'est effectivement un très beau texte à trouver dans la librairie chez nos libraires qui nous a commandé chez eux. Juste, Patricia, un mot avant qu'on prenne je voulais demander aussi à Boris le timing, parce qu'on est quoi? On arrive à l'heure, là, donc est-ce qu'on a encore un peu de temps? Pas. Vous voulez réagir par rapport à la contemplation, peut-être quand même parce que, par rapport à la marche. Et la marche. Oui, parce que avec l'image qu'il y a devant nos yeux, c'est vrai que quand on marche, on est en mouvement, on est interrelié, on est relié à soi, relié au voisin qui va marcher au même rythme, puis après on va partir prendre le rythme de celui d'à côté. C'est comme si on fait partie de la danse infinie qui est celle de la Terre. Et dans cette marche-là, un dernier projet dont je ne vous ai pas parlé, la transhumance vers 2042, les parcs imaginent leur projet de territoire à 15 ans. Et en plus de tout le travail qui a été fait en atelier, réunissant les scientifiques et les différents acteurs, on a invité les habitants à venir marcher et à aussi être dans ces temps de création. Et ça a vraiment permis de nous apporter un autre regard sur ce projet de territoire à 15 ans et d'être dans cette danse de territoire. Merci beaucoup, Patricia. On va prendre quelques questions, quelques interventions avant d'écouter John Clare. Peut-être le Plâtrier siffleur, j'ai essayé de trouver les avantages du numérique parfois. À l'extrême. En tout cas, c'est aux éditions. Oui. Je voulais vous remercier déjà pour toutes vos contributions et vos propos, c'est vraiment très intéressant. Je voudrais témoigner d'une initiative qu'on porte à Limoges autour de la Vienne et qui est justement née dans le sillage du Parlement de Loire et de donner des droits aux entités naturelles. Donc effectivement, j'ai été à ce fameux colloque qui a été cité tout à l'heure à l'Assemblée nationale. C'était vraiment intéressant. Nous, on avance dans 3 directions qui finalement rejoignent ce qui a été dit. La première direction, c'est effectivement la personnification, c'est donner des droits. On n'a pas encore vraiment beaucoup exploré, ce sera peut-être dans un second temps. La deuxième façon d'avancer sur notre sujet, c'est la question de la baignade en rivière. Et c'est là qu'on rejoint aussi le droit de déambuler. C'est-à-dire qu'à Limoges, il y a une forte tradition, jusque dans les années 50, de baignade en rivière. Il y avait un préfet maritime d'ailleurs, dans le quartier des Ponticaux. Et en fait, on apprenait à nager dans la rivière. Il y avait les gens de la Vilo, les Vilos, de la Vilotte, qui ne savaient pas nager, et les gens des Ponticaux, donc
les enfants d'ouvriers de la porcelaine, qui eux savaient nager. Il y avait toute cette culture de la rivière qui s'est perdue. Et maintenant, en fait, le droit ne dit pas qu'on ne peut pas se baigner dans la rivière, à Limoges. On ne peut pas se baigner là où il y a une plage et où l'ARS dit on ne peut pas se baigner parce que l'eau n'est pas de qualité. Mais là, récemment, donc, dans ce collectif qu'on a appelé l'appel à la Vienne, on a organisé des baignades publiques et ça rejoint aussi cette période caniculaire, c'est-à-dire que quand les villes deviennent invivables, sont en surchauffe, il faut trouver des lieux de rafraîchissement. Et même les piscines, ça devient cher pour des familles. Et donc on rejoint aussi un projet social, c'est-à-dire qu'on autorise à se plonger dans la rivière et finalement à reconnecter avec le vivant et avec la nature. Parce que si l'eau elle est bonne pour les baigneurs, elle est bonne aussi pour les poissons, et inversement. Donc on essaye d'instituer ce droit à la baignade, et récemment, on faisait une baignade tous les dimanches, le premier dimanche de chaque mois, depuis 1 an. Et là, récemment, la ville de Limoges a décidé de produire un arrêté pour nous empêcher de nous baigner là où on se baignait, c'est-à-dire au ponton de la base nautique. Donc en fait, cet espace de liberté, on nous le confisque. Donc ça, c'était pour l'aspect un peu politique et juridique des choses. Et d'ailleurs, pour les prochaines municipales, nous, on a bien l'intention d'avancer sur le sujet, de faire un peu un plaidoyer pour la baignade en rivière, à Limoges, mais après c'est valable pour toutes les rivières, et aussi de faire la Vienne citoyenne d'honneur de la commune. C'est aussi une façon de donner des droits et une attention aux entités vivantes. Et la troisième façon d'avancer, ça rejoint ce qui a été dit par la personne qui travaille au PNR, c'est la façon sensible. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler une commande publique, on a fait un cahier des charges avec la Société des Nouveaux Commanditaires, et on va commander une œuvre qui sera, je l'espère, installée dans l'espace public et qui dira aux gens comment se reconnecter avec le vivant, avec la rivière. Et voilà. Donc ça, c'était mon petit témoignage, mais je voudrais aussi poser une question. Parce que... si petit. Je voudrais aussi poser une question, c'est qu'en fait, on veut faire la paix avec le vivant, mais en réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font la guerre à ceux qui veulent faire la paix avec le vivant. Et la question agricole, elle est flagrante pour ça. C'est-à-dire qu'on a des syndicats agricoles, enfin les 2 syndicats qui ont gagné, mais surtout la coordination rurale, qui est en train de ramener une révolution très conservatrice. La loi du plomb est un exemple. Et moi, en fait, j'aimerais bien être outillée pour pouvoir finalement combattre, je suis désolée, c'est pas pacifiste, mais combattre ceux qui se mettent en guerre avec ceux qui veulent faire la paix avec le vivant. Merci pour cette intervention qui va faire réagir tout le monde. Peut-être Sarah dans un premier temps, Sarah Van Uxem, est-ce que déjà, sur les 2 points, déjà le premier, est-ce que le droit de... Est-ce qu'on peut passer de la balade à la baignade, et puis la guerre faite à ceux qui veulent faire la paix? Faire la guerre à la guerre, c'est un des mots d'ordre des soulèvements de la Terre, qui agissent à la fois de manière légale et illégale contre des projets qui effectivement paraissent rétrogrades au regard des mouvements notamment écologiques et aussi sociaux. Alors oui, pour moi, la baignade, ça fait partie aussi de la promenade, de la grimpe. On a quand même dans la loi, je pense ici à la loi climat résilience qui est en train d'être détricotée de toute façon, je le sais bien, mais on avait quand même, et même dans la loi d'orientation des mobilités, des dispositions légales qui sont encore aujourd'hui dans le code des transports, une invitation quand même à la mobilité douce. Et donc la nage participe, me semble-t-il, de la mobilité douce à côté de la marche, du cyclisme, d'autres modes d'action. Alors par contre, je ne sais pas pour quel motif la municipalité a interdit la baignade. Je suppose que c'est pour des raisons sanitaires, donc, ou parce qu'il y a des risques pour la population. C'est une difficulté que l'on retrouve très fréquemment. Ça me fait penser à une autre marche à laquelle j'ai participé à Marseille la semaine dernière, avec d'autres artistes, les artistes marcheurs, appelés le Bureau des guides à Marseille. Et on est passé le long du canal de Marseille. Et donc, en principe, ce canal de Marseille, vous
servitude, alors non pas de baignade, mais de halage, tout au moins de marchepied, la possibilité de vous promener à ses côtés. Et là, c'est pour des raisons qui peut-être rejoignent les vôtres, par peur que les enfants ne se noient, donc risque de noyade, et aussi pour des raisons, sécuritaires, parce qu'on a peur que des polluants soient introduits dans les eaux pour empoisonner la population. Et donc, depuis quelques années, le bureau des guides ne peut plus organiser de promenades, même avec des agents, le long de ce canal. Alors, après, voilà, il est possible d'agir en justice et d'exercer un recours pour contester la légalité de l'arrêté municipal, parce que souvent, les maires font tout droit, et puis ils prennent des arrêtés municipaux, mais ensuite des associations, soit des associations de protection de l'environnement ou autres, peuvent agir en justice tout de même pour contester la légalité de ces arrêtés municipaux. Et donc on a quand même dans la charte de l'environnement, dans ces lois d'orientation des mobilités, dans cette loi climat-résilience, mais on pourra encore vraiment trouver d'autres fondements qui invitent à la baignade, qui militent en faveur de ce droit à la baignade. Mais évidemment, ça suppose du temps, de l'argent, et aussi, et puis prendre le risque aussi de perdre, parce qu'aucun procès n'est gagné d'avance. Mais oui, il y aurait beaucoup de fondements juridiques à mobiliser pour défendre ce droit à la baignade. Alors peut-être après un peu fou, un peu politique, c'est possible, mais si des avocats ensuite relayés par les juges ne prennent pas le temps, ne font pas ce travail de mener ces procès, en tout cas, la voie est difficile d'attendre du législateur qu'ensuite il aille dans ce sens-là. Souvent, par exemple, la loi, l'article 1246 du Code civil sur la réparation du préjudice écologique, qui permet de réparer les préjudices écologiques, au départ, ce sont à peu près 200 juges du fond, donc des petits juges, qui ont pris des décisions pour la réparation du préjudice écologique avant que le législateur ne vienne ancrer, consacrer finalement cette avancée jurisprudentielle. Il ne faut pas avoir peur, je pense, de mener des procès et éventuellement de contester la légalité de l'arrêté. Est-ce que Patricia ou Sébastien, là-dessus, vous souhaitiez réagir? On prend une autre question, une autre intervention, je vous en prie. Oui, donc très court, effectivement. Donc Laurent Doucet, je suis poète et responsable de la maison André Breton à Saint-Cyr-la-Popie, donc ça fera la transition avec la journée de demain. On est très heureux effectivement de ce festival, ces propositions, ces débats et d'y avoir été associé. C'était juste peut-être pour un écho justement sur le surréalisme dont a parlé Nicolas Poulenc, c'est que en fait le surréalisme, on l'a vu l'an dernier avec le centenaire du surréalisme, a été trop souvent associé uniquement aux villes. C'était normal, voilà, avec Paris, la déambulation, Nadja, etc. Mais en fait, il y a toute une partie de l'histoire du surréalisme qui a été occultée, invisibilisée. C'est toute la partie à partir de la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à nos jours, et notamment tout le passage par Saint-Cyr-la-Popie, qui est encore, même pour un certain nombre de chercheurs, très Paris, franco-eurocentré, je veux dire, dans les villes. En fait, il faut savoir que dès Arcane 17, qui est peut-être d'ailleurs le texte et le manifeste le plus intéressant, le plus important pour aujourd'hui des surréalistes. Donc je vous rappelle Arcane 17, donc André Breton il est en exil du fait de la Seconde Guerre mondiale, où il a été censuré par le régime de Vichy, il a été menacé, enfermé à Marseille, dans le sud, où il attendait donc avec d'autres de pouvoir partir. En fait, aux États-Unis, il est très déçu par New York, et donc il part d'une part vers en Arizona les réserves, donc des Hopis, des Unis, etc. Et donc là, il va découvrir un certain nombre de communautés qui vivent avec la nature d'une part. Il redécouvre Charles Fourier, aussi un grand utopiste français, voilà, qui avait imaginé effectivement un monde beaucoup plus proche de la nature et du féminin. Et donc il réécrit ce texte, et donc après il part vers la Gaspésie. Donc je ne sais pas si vous connaissez cet endroit où nous on a été invités avec la maison Breton dans le cadre de nouvelles routes de la paix. Donc là il est en pleine nature, et je crois qu'il y a 150 000 habitants pour à peu près 2 fois la taille de la Belgique. Et donc il passe essentiellement des activités à ramasser des agates, des pierres, à la rencontre de la nature, des peuples primitifs et de leur culture, donc à cet endroit. Il va rapporter ça en France, et en France c'est à ce moment-là en fait, grâce à l'invitation
des citoyens du monde donc dans le Lot en 1950 qui découvrent sur la Première Guerre mondiale Saint-Cyr-la-Popie, où il a eu cette fameuse phrase, donc par-delà bien des sites d'Europe d'Amérique, j'ai cessé de me désirer ailleurs. Donc il acquiert une maison. Il faut savoir que, en fait, le Saint-Cyr-la-Popie des années 50, c'est pas du tout Saint-Cyr-la-Popie super touristifié l'été qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est en plein exode rural encore, la moitié du village est en partie ruiné, abandonné, etc. Et vont venir de toute la France, puis du monde entier, un certain nombre de gens. Je pense à la peintre Toyin tchèque, je pense à Ted Jones, une des figures de la Beat Generation, voilà, qui a écrit un très beau poème d'ailleurs sur Saint-Cyr-la-Popie, et toutes sortes d'autres, qui vont créer des premières expériences d'une communauté à la campagne, avec des activités du type voilà, de ramasser des pierres dans le Lot, aller chercher des morceaux de bois, faire des balades, faire des jeux poétiques, donc, dont on a un document très rare d'ailleurs à Saint-Cyr, on essaiera peut-être de vous le montrer demain. On voit donc ces surréalistes en pleine campagne dans le Lot, voilà. Et ça c'est très invisibilisé, voilà, parce qu'il y a toujours une espèce de culture urbaine d'un premier surréalisme qui fait ombre sur cette période. Et nous, ce qu'on met au travail, on essaiera de vous le présenter demain, même si c'est pas exactement le thème, mais avec un certain nombre de jeunes qui se sont installés à Saint-Cyr-la-Popie et dans le Lot autour de notre projet, c'est carrément ce qu'on appelle un mode de production surréaliste. C'est-à-dire qu'on voit que la courbe du réchauffement climatique, dont parlait Madame tout à l'heure, et de la révolution industrielle, c'est les mêmes. Je veux dire, elles sont parallèles. De la montée, je veux dire, en puissance des guerres industrielles aussi. Donc, il faudra aller vers une désindustrialisation pour plus de paix, un meilleur rapport avec la nature. Le problème de la désindustrialisation, c'est qu'elle va demander une désintoxication, notamment de la société de consommation, etc. Et ça va être extrêmement dur. Et les surréalistes s'étaient notamment inspirés d'un certain nombre de travaux de Freud, donc le fondateur de la psychanalyse, pour dire voilà, qu'est-ce qui peut on va dire suppléer à une forme de jouissance mortifère, ce qu'il avait appelé la pulsion de mort, Freud. En fait, il n'y a que le plaisir artistique, hein, qui peut apporter un surcroît. Et donc je vous laisserai donc sur ces phrases de Breton à la fin du livre dehors, donc de Saint-Cyr. Chaque jour au réveil, il me semble ouvrir la fenêtre, donc à Saint-Cyr, sur les très riches heures, pas seulement de l'art, mais de la nature et de la vie. Donc bienvenue demain à Saint-Cyr. Merci. Merci pour cette invitation. Nous allons comment dire, y répondre favorablement. Mais alors j'aimerais, avant que l'on se quitte, avoir non pas un texte de Breton, ce que vous avez dit m'a beaucoup intéressé, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer dans ma vie de grand reporter en charge de la vie intellectuelle, de croiser vraiment le chemin au long cours d'une poétesse et écrivaine française qui s'appelle Annie Lebrun, et qui s'est beaucoup intéressée notamment à la disparition de la nuit à partir de son livre qui s'appelle Du trop de réalité, et qui s'intéressait aussi, Julie Chupin, à la question de la révolte, de la guerre à la guerre, et se demandait comment effectivement chaque jour on ne trouverait pas des enfants qui aimeraient sortir des sentiers balisés qui tient lieu de leur propre vie. Mais j'aimerais vous entendre, même si j'ai trouvé un tout petit extrait du plâtrier siffleur, qui est un oiseau, il faut préciser quand même, parce que sinon... mais ça serait aussi très joli que ce soit un ouvrier, un plâtrier qui siffle et qui chante. Je sais que Sarah Van Uxem, vous êtes très intéressée, évidemment, c'est lié aux enclosures, et vous vous intéressez aussi à tout le corpus, tous ces poètes, là en l'occurrence, celui-ci est anglais, mais il y en a évidemment dans beaucoup d'endroits en Europe notamment, qui se sont insurgés politiquement, mais aussi poétiquement contre ces enclosures. Et est-ce que vous pouvez nous présenter le texte que vous souhaitez lire et le poète, ça vous plaît? Oui, je suis en train de travailler sur un petit livre avec les traductions des poèmes de John Clare par Antoine Constantin-Caille. John Clare est un poète qui est né à la fin du XVIIIe siècle, 1793 si je ne me trompe pas, et mort dans les années 1865 environ. Il a écrit notamment des poèmes contre les enclosures, et qui, pour utiliser un terme actuel, peuvent être qualifiés de solastalgie des communs, de nostalgie des communs, parce que la nostalgie étant aussi liée à la perte en fait
du milieu vivant dans lequel on vit, mais dans le milieu même, sans exil en fait. Une perte du lieu vécu, mais chez soi, depuis chez soi, et non pas en étant justement exilé ou comme on a pu le voir auparavant réfugié. Donc il a écrit un certain nombre d'élégies, des enclosures, des chants tristes pour pleurer ces enclosures. Alors, en réalité, je n'avais pas un poème particulier que j'avais choisi, j'ai juste là devant moi quelques strophes extraites de la complainte de Swordywell. Swordywell, c'est un pâturage commun qui se trouve au sud du village d'Elfston. Le village d'Elfston, c'est le village dans lequel est né, longtemps vécu le poète John Clare, qui est à environ 150 km pour le village, au nord de Londres. Et c'est simplement quelques strophes qui montrent bien qu'en réalité, dès les débuts de l'agriculture que l'on peut qualifier de productiviste, il y a une perte de ce que l'on appelle aujourd'hui l'érosion de la biodiversité. Enfin, il y a aujourd'hui une perte des êtres vivants et ce qu'on appelle aujourd'hui l'érosion de la diversité biologique ou l'érosion de la biodiversité. Ce qui moi m'a étonnée parce que pour moi c'était un constat que l'on pouvait faire après la Seconde Guerre mondiale, après la Révolution verte, après les intrants, les engrais minéraux, avec l'introduction des produits phytosanitaires. Et en réalité, ce que décrit Claire, c'est que dès les débuts en fait de l'agriculture productiviste, permise par les enclosures, lui il constate cette déperdition des êtres vivants. Donc c'est juste quelques strophes extraites de la complainte de Swordywell, poème donc traduit par Antoine Constantin Claire. Ma demeure, donc en fait, là il me dit ce qui se passe, ce à quoi il assiste après les enclosures des champs, après que les droits collectifs des paysans leur aient été retirés. Et c'est Swordywell, c'est le champ lui-même, c'est le champ de terre lui-même, le fond de terre lui-même qui parle. Donc ça rejoint les droits de la nature en définitive. C'est le champ qui parle. Ma demeure devient un atelier pour les champs où est affamé le reste des vivants. Les abeilles décrivent de faibles cercles et ne trouvent pas de bourgeons, puis sur la mousse épuisée, presque font vibrer leurs ailes et meurent. Les lapins qui trouvent retourner mes monts délaissent ma pauvre demeure. Comme les pauvres, le travail forcé, ils redoutent et préfèrent grignoter ce qu'ils trouvent sur la route. Si maintenant, avec les folioles du trèfle, le printemps ose montrer sa tête, le lendemain apporte la hâtive charrue et fait de moi un lit de misère. Les papillons peuvent venir et bruire, les garder, je ne peux plus. En mon humble paroisse, il ne demeure guère. Sur mes coteaux, les fleurs se fanent. Non, même une pierre ne peut plus reposer. Je suis juste ce qu'ils veulent faire de moi. Avec l'hiver, s'envolent mes haies et ne reste plus qu'un fossé. Un peu plus loin dans le poème, je ne peux garder une poussière ou un grain de sable. Mais les chariots ont réclamé quelques parcelles et maintenant détiennent la terre. Autrefois, j'apportais la vie de l'été à main papillon. Mais sous l'oppression d'un conflit armé, les touffes d'herbe soupirent et ploient. Voilà, c'est juste quelques extraits qui attestent, me semble-t-il, la guerre contre les êtres vivants qui est faite en réalité dès les débuts de l'agriculture productiviste, qui aurait précédé, selon Karl Marx, le capitalisme. Merci beaucoup pour cette lecture. Je terminerai pour faire droit à Sébastien, à ces toutes petites citations de Christian Bobin. On va finalement terminer en poésie. Breton, Claire, Bobin, c'est des univers totalement différents, vous en conviendrez. Mais tout de même, puisque Sébastien en a parlé et que, au fond, sur ces chemins cévenols et les chansons réécoutées, il pense notamment à ce plâtrier siffleur. Christian Bobin écrit « C'est très petit ce que je fais. J'essaye de recueillir des choses très pauvres, apparemment inutiles, et de les porter dans le langage. Parce que je crois qu'on souffre d'un langage qui est de plus en plus réduit, de plus en plus fonctionnel. Nous avons rendu le monde étranger à nous-mêmes. Et peut-être que ce qu'on appelle la poésie, c'est juste de réhabiter ce monde et l'apprivoiser à nouveau. Merci Sarah Van Uxem, Sébastien Wolf et Patricia Millet pour cette rencontre.
Peut-être que ce donnera lieu, comment dire, tout ça, une chanson. On a envie de vous entendre, de vous voilà, accompagner et tout ça. Merci. Je sais que le festival continue, notamment à Saint-Cyr-la-Popie demain, et sans doute autrement, et vous allez nous le dire. Et là, tout de suite, immédiatement, nous vous invitons